Raquel Garrido, vous êtes avocate, vous êtes la porte-parole internationale du parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes très critique à l'égard de la politique extérieure de la France que vous comparez à celle de George Bush et des néoconservateurs américains. Elle est plus dure, d'après vous, que celle d'Obama, par exemple? En l'espèce, on a vu sur l'Iran qu'effectivement, aujourd'hui, ils ont tendance à aller encore plus loin que les États-Unis eux-mêmes. Mais dans le fond, en réalité, surtout, ce qui est important, je pense, de souligner, c'est que, contrairement à ce que l'histoire de France attend de ses présidents, François Hollande ne veut pas entrer dans l'histoire sur le plan international. Il ne sait pas dire non, ça a été dit, vous l'avez dit dans le débat précédent. Il refuse d'avoir une incidence et ça s'est vu tout de suite dès la prise de pouvoir parce que le 21 mai 2012, il y avait un sommet de l'OTAN et François Hollande, alors même qu'il l'avait critiqué pendant la campagne, a tout de suite signé pour le bouclier antimissile des États-Unis, qui est une remise en cause totale de la doctrine française en matière de défense et de dissuasion. Et il a eu l'occasion souvent de s'affirmer, par exemple sur l'affaire des écoutes de la NSA, qui sont une violation massive des libertés fondamentales des citoyens français, sur lesquelles ce président a refusé de réagir. Il n'a rien dit aux États-Unis. Pire encore, par rapport à Snowden, Edward Snowden, le lanceur d'alerte, on aurait pu l'accueillir, le célébrer. Nous sommes la patrie des droits de l'homme, nous avons une voix différente. On aurait pu planter un drapeau en disant « Nous, la France, nous allons défendre le principe de protection des lanceurs d'alerte, la liberté du web, on va se défendre, défendre ces libertés fondamentales. » Et non, on ne le fait pas. Et pire encore, on a nous-mêmes violé le droit international parce que nous pensions que Snowden était dans un avion avec le président bolivien Evo Morales. Et lorsque Evo Morales a voulu survoler la France il y a quelque temps, sur ordre de Washington, paraît-il, la France a violé l'immunité présidentielle d'un pays ami. Donc il y a en réalité une soumission totale qui fait de François Hollande une sorte d'agent effacé d'une politique très très atlantiste et qui ne correspond pas à la grandeur de la France, à son rôle, à ce qu'elle a à dire d'universaliste, qui n'est pas, la France n'est pas un pays ni occidental ni oriental. Nous avons des principes universels à affirmer, c'est ça notre originalité, nous affirmons le droit international face à la force et à l'unilatéralisme américain et ce président-ci ne le fait pas. C'est qu'il a dit, Dominique Jamais. Dans ce que vous avez dit, à mon avis, il y a deux problèmes à prendre en compte. Le premier, c'est d'abord de savoir, au fond, et c'était le sens de votre question, pourquoi il marque une forme de décision très nette dans un certain nombre d'affaires internationales qui contrastent. En tout cas, c'est ce que certains lui reprochent. Oui, absolument. Et c'est vrai qu'il a fait un certain nombre de choix très, très nets, le plus significatif ayant été celui du Mali, mais aussi de la Syrie. De la Syrie absolument. Quitte à avoir été évidemment confronté à l'indécision, cette fois du président américain, qui est un acte absolument terrifiant. Mais passons. Je dirais deux choses. D'abord, c'est un élément de la tradition diplomatique française. Et quand vous regardez tous les présidents de la 5e, vous voyez qu'il y en a toujours, chacun d'entre eux a marqué d'une certaine manière la scène internationale. On a parlé d'Hollande, mais Sarkozy a un comportement exemplaire sur l'affaire libyenne. Avant lui, vous avez Jacques Chirac qui s'est affirmé sur l'affaire irakienne de manière tout à fait exemplaire. Avant lui, Valéry Giscard d'Estaing était quand même à l'origine de la fameuse déclaration de Venise sur la reconnaissance du peuple palestinien et du droit à Israël, à un moment où l'immense majorité des Européens étaient férocement hostiles à l'idée d'un État palestinien. Et vous avez bien sûr la position prise par le général de Gaulle de quitter l'alliance militaire intégrée. Alors maintenant, il y a un deuxième point que vous évoquez qui est le rapport aux États-Unis, à l'atlantisme. Je pense que, au-delà de l'aspect polémique ou idéologique, il y a un élément de fond qu'il faut, je pense, qui est important et que je partage, c'est-à-dire que, mais il faut l'interpréter. C'est vrai que depuis maintenant une dizaine d'années, la position diplomatique française se rapproche de celle des États-Unis, mais tout en restant très autonome. Sur la Syrie, nous avons été les premiers, avec les Britanniques
très favorable à aider l'opposition syrienne, et les Américains sont allés à reculons. Et on était très favorable à l'intervention militaire, mais ce n'était pas du tout un acte d'alignement. Alors ce qui se passe, et je pense que c'est vrai... C'était, juste pour reprendre, généralement, elle l'accuse d'être plus dure que les Américains. Oui, mais pas seulement en de fait, s'aligner. Oui, non, mais En l'occurrence, sur sur la Syrie, je pense qu'on a peut-être devancé les désirs. Et puis finalement, quand on s'est aperçu que les États-Unis n'étaient pas prêts à y aller, et surtout que les parlementaires anglais empêchaient le gouvernement d'intervenir, on a reculé. Mais avant ça, madame, ce qui s'est passé, c'est que Hollande était favorable à une aide militaire à l'opposition non djihadiste. Bon, comme les Britanniques et les Américains étaient dans une position, je dirais, beaucoup plus limitée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une sorte brièvement, je dirais, de retour dans la famille occidentale qui tient aussi au fait que la France se pense dans un monde occidental, parce qu'il y a un monde non occidental qui devient aujourd'hui de plus en plus important. Dominique Jamais. Oui, à l'étonnement général, dans le domaine international, le fameux domaine réservé des présidents de la République sous la Ve, le président Hollande a fait preuve à 3 reprises de décision, de fermeté, peut-être d'ailleurs parce que c'est un domaine où il est moins embarrassé par l'opinion publique intérieure que dans d'autres domaines. Les Français, c'est comme ça, persistent à accorder moins d'importance aux problèmes extérieurs qu'aux problèmes intérieurs. Bon. Mais passé l'étonnement de la décision si ferme du Mali, puis de l'attitude sur la Syrie, on cherche la logique. Les ministres parlaient tout à l'heure de tenir le cap. Quel est le cap de la politique française à l'étranger? Est-il compréhensible? Au Mali, nous intervenons avec l'accord de l'ONU, à la demande du gouvernement légal, pour empêcher les djihadistes de s'emparer du pouvoir et de mettre la main sur le Mali. Bon, en Syrie, sans mandat de l'ONU, contre l'avis du gouvernement légal, nous nous engageons aux côtés des djihadistes pour les armer et leur permettre de détruire ce régime. Nous combattons des gens au Mali et nous les soutenons en Syrie. Ça n'est pas compréhensible. Et quant à la dernière décision en date, celle qui concerne l'Iran, moi j'avais cru comprendre que la diplomatie française, traditionnellement, et qu'elle était restée sur ce chemin, était dans la ligne de De Gaulle, dans la ligne des rois, d'ailleurs tout simplement. On ne tient pas compte des tendances politiques, on ne s'immisce pas dans les affaires des États, ce sont les États qui comptent. Et quoi que l'on pense du régime iranien, dont il y a beaucoup à penser et généralement en mal, on n'interfère pas. On souhaite plutôt que l'Iran et l'Occident se rapprochent. On veut plutôt œuvrer pour la paix. On se réjouit plutôt qu'il y ait enfin des négociations à Genève avec un président iranien récemment élu qui semble plus souple, qui semble moins intransigeant que les autres. Et que voit-on? La France qui tout d'un coup prend une décision bien plus ferme que celle des États-Unis, plus royaliste que le roi, et qui fait capoter la négociation de Genève. Et on ne peut pas ne pas faire le rapport entre cette décision brutale, inattendue et peu conforme à l'esprit de la diplomatie française et le voyage très prochain que François Hollande va faire en Israël, où il va être accueilli sous les acclamations reconnaissantes du Likoud et de Benjamin Netanyahou. Il nous reste 5 minutes sur ce sujet, alors soyez concis. Jacques Julliard. Juste un mot. Je crois que si on veut, parce que je suis d'accord avec vous, Dominique Jamais, il y a une contradiction entre la position concernant le Mali et concernant la Syrie. C'est vrai. Si on veut trouver une logique d'imposition, et je crois qu'elle existe, du gouvernement français, c'est un infléchissement dans le sens, nous dirions, droit de l'hommiste. Et dans presque tous ces problèmes, la considération des droits de l'homme a été primordiale. Ça m'a surpris, je dois dire, de la part d'un homme comme Laurent Fabius, qui passait plutôt pour un réaliste, et qui s'est montré dans toutes ces affaires, d'ailleurs plus probablement que le président Hollande, partisan des droits de l'homme. Alors, c'était en quelque sorte une place à prendre dans l'ensemble occidental. Il y a comme ça qu'on peut la comprendre. Cela dit, la France existe. Sur le cas précis de l'Iran, la France s'aligne du coup sur l'Arabie Saoudite
Et l'Arabie Saoudite est quand même pas l'exemple absolu du pays des droits de l'homme dans le monde. Voilà. Il n'y a pas de bon Et camp. c'est quand même le point. Laissez-la terminer, je vous donne la parole tout de suite. D'autre part aussi, vous parliez de cap, et je trouve que c'est très intéressant, parce qu'effectivement, on a tout de même l'impression que la diplomatie française, et sa défense d'une manière plus générale, a peut-être pas tout à fait intégré aussi qu'on est dans un monde qui n'est plus évidemment bipolaire, qu'il est multipolaire, mais surtout, est-ce qu'il n'est pas apolaire? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne va pas commencer à falloir considérer des ennemis passés, tels que l'Iran et d'autres, mais comme de véritables puissances qui comptent, qui ont leur légitimité, et elles comptent tout autant que la Chine, l'Inde, le Japon, le Brésil, et d'autres encore demain, qui sont des puissances complexes, évidemment, avec lesquelles nous devons parler politiquement. C'est très complexe, mais n'empêche que la diplomatie de l'an 2010-2020, ce sera celle-là. Raquel Garrido. Oui, je pense que Jacques Giard fait une mauvaise interprétation parce qu'il ne peut pas y avoir de droits de l'homme sans prééminence du droit international lui-même. Or, ce qui marque l'intervention au Mali, c'est qu'elle est engagée en violation d'une résolution du Conseil de sécurité, la résolution 2085. C'est un tournant pour la politique française. Et de la même façon, sur l'affaire syrienne, on a théorisé que, alors même qu'il y avait un droit de veto au Conseil de sécurité, on a théorisé l'idée de l'alliance des autres pour renverser le droit de veto, c'est qui est une remise en cause fondamentale de cette règle. On peut penser ce qu'on veut de cette règle, mais c'est le droit international. Or, nous, notre originalité française, c'est précisément de se battre pour le droit international contre ceux qui le violent. Parce que, précisément, il ne peut pas y avoir de droits de l'homme, il ne peut pas y avoir d'affirmation de cette règle pour tous si on laisse la loi du plus fort. Et à l'avenir, ce sera quoi? Ce sera les guerres pour les ressources naturelles, ce sera la question écologique. Ce qui est au devant de l'humanité aujourd'hui, là où la France pourrait apporter, c'est sur le domaine écologique. Ça n'est que du droit international. On ne peut pas l'obtenir autrement. Or, la brèche que vient d'ouvrir François Hollande sur cette question est un très mauvais précédent. Jean-Sébastien Ferjou, on termine sur la politique étrangère. Des principes en politique internationale qu'à celle de l'efficacité et du pragmatisme. Et pour le coup, les questions que je me pose là, pas sur le cas du Mali, mais au moins dans le cas de la Syrie et dans le cas de l'Iran, elle est celle de l'appréciation du risque et de ce qu'on fait. On a mal apprécié dans le cas de la Syrie la réaction de la Russie, on avait mal apprécié la réaction des États-Unis. Sur le cas de l'Iran, je pense qu'on passe à côté du rôle majeur que l'Iran peut et doit avoir dans la région et que la diplomatie française, il y a une autre question que je me pose, semble être étrangement encore sous l'influence, vous parliez de l'Arabie Saoudite, mais des pays du Golfe. On a d'ailleurs plutôt fait le choix du Qatar que celui de l'Arabie Saoudite. Et quand même, on se rend compte, et c'était vraiment très clair dans le cas de la Syrie, et ça l'est encore à nouveau sur le cas de l'Iran, qu'on épouse d'une certaine manière le point de vue, même pas des pays, mais des familles régnantes du Golfe, qu'on rassure. Et c'est ça qui est très perturbant, parce qu'on ne tient même plus, on ne prend plus en compte les intérêts géopolitiques de la région et de la guerre sunnite-chiite, qui est la vraie clé, et en Syrie, et en Iran. Je ne pense absolument pas que la politique française vis-à-vis du Mali ou la Syrie est définie par rapport à des questions de droits de l'homme. Enfin, je ne pense absolument pas. C'est une vision très réaliste. Et sur l'Iran, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a quand même une question régionale qui est l'équilibre entre le monde musulman, arabe plutôt, et le monde persan. Il y a un point d'équilibre fondamental. Et de ce côté-là, c'est très réaliste, la France est plutôt du côté du monde sunnite, arabe. Non, mais quel est le procès qui est fait à François Hollande? Là, pour le coup, il a pris ses responsabilités. J'entends vos arguments, mais il a pris 2 fois ses responsabilités. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est les États-Unis qui se sont dégonflés parce que les Anglais eux-mêmes, qui ont déjà payé pour la guerre d'Irak, ne sont pas retournés à la caisse pour la Syrie. Mais face à la Syrie, on est tout de même dans les problèmes classiques de la géopolitique, c'est-à-dire entre 2 maux inconciliables. Celui que vous dénoncez, c'est-à-dire d'agir par-dessus la tête des États, et de l'autre, de rester simplement les spectateurs impuissants d'un massacre. La voie qui avait été choisie par les 3, mais qui finalement a peut-être abouti en un certain sens, c'était, et peut-être que c'est ça qui est en réalité absurde, de punir Assad, mais surtout pas pour le déloger. Voilà, c'était la façon de trouver cette voie médiane. Mais je ne veux pas faire l'éloge de la voie médiane, mais c'était difficile de simplement dire « je touche pas parce qu'il n'y a pas de droit international » ou au contraire « j'y vais », comme vous dites, au simple motif que ça me brise le cœur. Il y a
un équilibre politique à trouver. Et là, je pense que Hollande n'a pas été derrière la main. Alors, vous lui reprochez peut-être... Au final, il n'en a rien fait. Ben, il n'en a rien fait parce que vous précisément... Vous dites spectateur absent, mais en fait, c'est un spectateur absent. Non, mais bien sûr, il était prêt à y aller, mais Mali, pas si, sans les... Mais être prêt, ça ne constitue pas une Mais vous lui diplomatie ni une action mais vous lui internationale. On va s'arrêter là. Mais vous lui reprochez de ne pas y avoir été ou vous lui reprochez d'avoir voulu y aller? Pour qu'on se comprenne. Je lui reproche de ne pas vouloir avoir en réalité de l'incidence en matière internationale. Et quand vous disiez, Dominique Jamais, tout à l'heure, que les Français ne s'y intéressent pas, je pense que vous avez tort. Et notamment, n'oublions pas que les questions européennes sont des questions internationales. Et s'il y a bien un domaine où François Hollande a renoncé à avoir une incidence, c'est en matière européenne également, puisque rappelez-vous qu'il avait fait campagne sur la question de la renégociation du traité de l'austérité. Et la première chose qu'il a faite en arrivant au pouvoir, c'est renoncer à cette renégociation. Ce texte a été adopté sans qu'une virgule en soit changée. Donc, il n'y a en fait rien, si ce n'est passer sous le rouleau compresseur des forces dominantes. On s'arrête ici pour ce débat sur François Hollande. On va accueillir l'historien Michel Pastoureau.